Bonjour à tous, bienvenue dans notre deuxième émission de rentrée de Décrypte Hebdo. Donc deux grands rendez-vous cette semaine, la publication des données sur l'inflation aux États-Unis, mais également le rendez-vous avec la Banque Centrale Européenne. Et ce sont des sujets que nous allons aborder avec l'un des membres éminents du comité d'investissement de Natixis IM Solutions, Nuno Teixeira. Bonjour. Bonjour Caroline. Donc effectivement, on se pose deux questions. Est-ce que le combat contre l'inflation aura été gagné par la Fed? Quel est le consensus aujourd'hui quant à une nouvelle hausse des taux de la Banque Centrale Européenne? Et c'est ce que nous allons de suite aborder dans notre première partie. Donc effectivement, Nono, il y a des chiffres qui viennent de tomber, ce sont ceux de l'inflation aux États-Unis et nous avons à nouveau une hausse de cette inflation. Oui, on était plutôt sur la bonne voie jusqu'au mois de juin. Et puis, on a eu une première hausse de l'inflation de 3 à 3,2% en juillet. Et à nouveau, pour le mois d'août, un rebond de l'inflation. Alors, qui ne surprend pas beaucoup le marché. On est à 3,7 contre 3,6 attendu. Bon, un petit peu au-dessus. C'était donc anticipé ? C'était relativement anticipé, en tout cas la poursuite du rebond, tout simplement parce que on voit les prix du pétrole remonter et donc l'essence à la pompe qui remonte également aux États-Unis. C'est un prix mondial finalement qui se répercute sur la facture des ménages. Donc pas de surprise, mais là c'est les éléments qu'on appelle volatiles. Est-ce que l'inflation corps aussi, elle remonte un peu ou est-ce qu'elle se stabilise ? On s'attendait aussi à ce qu'il y ait un rebond du côté du corps et là aussi ça rebondit. Alors cette fois pour la première fois depuis de nombreux mois. Donc c'est quand même une source de vigilance évidemment pour la Réserve fédérale. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura un relèvement supplémentaire ce mois-ci des taux directeurs. On s'attend plutôt à une pause. Mais en revanche, d'ici à la fin de l'année, surtout si les tensions sur le pétrole devaient continuer, qu'on avait à nouveau, je dirais, des mécanismes de transmission sur les biens et services, eh bien, on pourrait avoir un durcissement supplémentaire. C'est ça. Donc là, les augmentations de prix sur le pétrole ne sont pas encore arrivées sur l'ensemble des secteurs d'activité. Donc c'est ce qu'on va regarder. C'est bien ça ? Oui, on a quand même une hausse sur le prix mondial du baril de brut de près de 25% sur ce trimestre. On peut l'expliquer, ça ? Oui, tout à fait. C'est lié d'une part au fait qu'au niveau mondial, la demande d'énergie fossile, la demande de pétrole en particulier, est à un plus haut, parce que c'est vrai que dans certains pays développés, on fait des efforts d'économie, mais au niveau mondial, il y a de grands pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, qui continuent à voir leur demande de pétrole augmenter, et donc on est au plus haut historique. Et en face, on a des producteurs de pétrole qui finalement ont intérêt à maintenir des niveaux assez élevés. On peut penser à l'Arabie Saoudite qui a des besoins d'investissement très importants, et puis la Russie évidemment qui a besoin de financer sa guerre. Donc elle raréfie l'offre et du coup pour faire augmenter les prix. Elle raréfie l'offre puisqu'on a eu une prolongation jusqu'à la fin décembre des diminutions de production qui avaient été actées déjà depuis plusieurs mois. Et ça a un petit peu surpris le marché. On arrive à un baril de pétrole WTI qui s'approche des $90 et qui retrouve des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis l'année dernière. Et la transition énergétique ne permet pas encore de s'affranchir complètement de cette énergie. Non, ça c'est un mouvement lent et surtout qui n'est pas du tout uniforme dans l'ensemble des pays, même industrialisés. Donc on voit bien qu'il y a quand même toujours une dépendance très forte des énergies fossiles et ça va être un mouvement lent. Alors en Chine, on espère que la consommation de pétrole se stabilisera vers 2030, parce qu'évidemment, il y a un encouragement très fort à la production de véhicules électriques, etc. Mais avant que finalement ça ait un impact sur la consommation globale, il faudra encore attendre quelques années. D'accord. Alors, deuxième rendez-vous aussi, alors qui sera pour nous demain, compte tenu de notre enregistrement, c'est la Banque Centrale Européenne qui va s'exprimer demain. Alors, le consensus est plutôt à une nouvelle hausse des taux directeurs aujourd'hui ? Tout à fait. Le consensus est assez partagé. Il était même plutôt orienté vers une pause de la BCE parce qu'on a quand même de mauvais chiffres d'activité dans la plupart des pays de la zone euro. Et puis ces derniers jours, on a eu une inflexion vers un 50-50 finalement en termes de probabilité. Nous, il nous semble que la BCE va encore tirer parti de cette
dernière fenêtre d'opportunité pour relever ces taux directeurs, tout simplement parce que, eh bien, on a encore une inflation core qui est supérieure à celle des États-Unis. On est bien loin des objectifs de 2%. D'ailleurs, l'objectif de retour à l'inflation à 2% est assez éloigné, autour de la fin 2025. Donc oui, donc c'est pas pour tout de suite. Ouais. Et on a encore des attentes d'inflation pour l'année prochaine, autour de 3%, ce qui reste quand même un souci. Et les attentes, c'est-à-dire ce que les ménages, les entreprises attendent comme inflation à moyen long terme, ça a continué à grimper parce que plus on s'installe dans une inflation finalement résiliente et plus les agents économiques se disent que l'inflation attendue à 5 ans, par exemple, va être un peu supérieure et donc les expectatives s'ajustent. Et ça, la BCE n'aime pas du tout et donc elle risque fort de remettre encore un petit coup de vis demain lors de sa réunion. Nous allons voir les positions que vous avez prises au sein de vos portefeuilles par rapport à l'éclairage de ces deux événements dans notre seconde partie. Alors on va commencer par les actions. On a vu la dernière fois, donc ça n'a pas bougé, vous êtes toujours un petit peu sous-pondéré en actions, mais par contre vous aviez renforcé la zone US qui était tirée par les valeurs de croissance. Oui, alors les États-Unis surprennent quand même par la vigueur de leur économie. On s'attendait à ce que l'économie américaine soit en avance de cycle, donc soit finalement la première à ralentir sensiblement, puisque le mouvement de resserrement monétaire était plus précoce qu'en zone euro. Et bien, finalement, les États-Unis résistent avec des niveaux de demande des ménages qui sont encore assez soutenus. L'investissement des entreprises reste encore assez correct. Et on peut relier ça sans doute au programme de Joe Biden, les fameuses Bidenomics, qui encouragent finalement l'investissement, notamment dans les secteurs considérés comme stratégiques, la formation, et ont finalement conduit à ce que le déficit budgétaire aux États-Unis se maintienne à un niveau élevé, alors qu'en Europe, on est déjà dans le resserrement, je dirais, des dépenses budgétaires, et donc ça pèse évidemment sur l'activité. Donc on a tendance à se dire, finalement, dans ce ralentissement général de l'économie mondiale, les investisseurs vont quand même chercher la visibilité au niveau de la croissance. Il y a plus de croissance, il y a plus de valeur, je dirais, de croissance pérenne. On peut penser aux grandes valeurs, effectivement, qui sont dans une position un peu oligopolistique et somme toute assez difficile à détrôner aux États-Unis. Le thème évidemment de l'intelligence artificielle continue à alimenter quand même un flux d'investissement. On est toujours sur des hausses pour le Nasdaq qui font rêver, autour de 35%. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année. Donc même si ça consolide légèrement, finalement il y a toujours cet appétit pour la visibilité et la croissance. Alors qu'en Europe, eh bien, on est davantage pénalisé par exemple, l'absence de rebond de la croissance chinoise qui était supposée tirer un petit peu. C'est quand même le grand absent, on l'a déjà dit. Et on voit d'ailleurs des confrontations de plus en plus fortes entre l'Europe et la Chine, avec une enquête qui vient d'être lancée sur le dumping supposé sur les véhicules électriques. Et donc, ça risque d'entraîner une nouvelle confrontation Europe-Chine sur ce dossier. Alors, un mot rapidement également sur la classe d'actifs obligataires aujourd'hui. Oui, alors on est un peu défensif sur les actions, même si on est neutre sur les États-Unis. Sur l'obligataire, on se dit que tôt ou tard quand même, les taux longs vont finir par fléchir parce que l'inflation va quand même malgré tout ralentir tôt ou tard. Il va y avoir une recherche de protection. Alors on peut la trouver de plus en plus sur le monétaire aussi, parce que c'est vrai que... Avec l'augmentation des taux. Exactement, on est quand même déjà pas loin d'un rendement annualisé sur le monétaire près de 4%. Et si on a une nouvelle hausse demain des taux directeurs, on sera au-dessus des 4%. Et sur l'obligataire, on est autour de 3,60. Donc on retrouve quand même des rendements courants assez favorables. C'est vrai que si le ralentissement se confirme en zone euro, on pourrait voir les taux longs s'infléchir, puisqu'à ce moment-là, les attentes d'inflation s'infléchiraient probablement également à la baisse. Très bien. Merci beaucoup, Nuno. Merci, Caroline.
Merci à tous de nous avoir suivis. Donc encore beaucoup d'incertitudes et un peu de manque de visibilité, mais nous les décrypterons lors de nos prochaines émissions. Je vous dis à très bientôt.